Tira el centro, clave, gol! Gol! Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 75 Kinkies. C'est la première fois qu'on est dans le Kinkies, hein? On a fait des bis, on a fait des terres, on a fait des caters, et après le cater, c'est le Kinkies. Et la prononciation, moi, vous savez, les adverbes multiplicatifs latins, c'est pas mon fort, donc soyez tolérants. D'ailleurs, en latin, parce que je faisais du latin, j'étais nul. Mais mon voisin, qui était un bon pote, Luis Guardia, était très bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pu ruser un peu, faire illusion, mais enfin, à un moment, bon. Bref. Alors, nous allons faire un podcast un peu spécial aujourd'hui. Je comptais terminer la saison 74-75, puisque podcast 75, avec le parcours des Verts en Coupe d'Europe des clubs champions, puisque tout le reste de la saison 74-75, donc, nous l'avions vraiment bien évoqué dans le podcast précédent, mais j'ai sous le coup d'une interview depuis plus d'une semaine maintenant, et je me vois pas trop la mélanger, cette interview donc, avec cette épopée verte. Tu vois, l'épopée verte, tu vois, ça va être la folie, les machins, les qualifications, c'est formidable, et là, ça arriverait un peu comme un cheveu sur la soupe, si vous voulez, ou une couille dans le potage. Voilà, on passerait du coq à l'âne, bon, on va pas toutes les faire. Ça me dérangerait dans la mesure où cette interview, elle traite de quelque chose d'assez singulier quand même, et voilà, ça me paraîtrait un peu déplacé que au début, on déconne, il y a les loups, il y a le colonel Atti, comment? Non, je vous ai pas appelé colonel, et tout le tralala que vous connaissez, les soirées pasta, Je préfère, voilà, ne pas trop mélanger tout ça, avec le football festif, pur et dur. Bon, il va être question de football ici, bien évidemment, ça se passe dans le cadre du foot. Malheureusement, même, on pourrait dire, vous allez comprendre. Donc, voilà, on va faire tout ce podcast 75 Kinkies avec cette interview. Mais on n'oublie pas les Verts, et les Verts, ça sera en temps voulu dans le prochain podcast, qui ne sera pas le 76, mais le 75 Sexies. Voilà. Et après, il y a le 75 Septies, et puis après l'Octies, le Nonies. On n'ira pas jusque-là, mais bon, on va dire qu'il y a de la marge. Alors, cette interview, c'est avec qui et ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'une agression dont a été victime un arbitre au niveau amateur le 11 octobre dernier lors d'un match comptant pour la catégorie U18 et ça se passait dans la région parisienne. Bon, vous me direz que ce sont des choses qui arrivent depuis la nuit des temps, des arbitres qui sont agressés, qu'on a manifestement jamais réglé le problème, ça c'est sûr, et que le problème, de toute manière, il a tendance à s'aggraver, c'est vrai aussi. Mais bon, ça m'a toujours marqué, ce genre d'histoire, c'est pas parce que ça arrive depuis la nuit des temps que j'y suis insensible, et ça m'a toujours insupporté. Et il y a quelque chose qui m'insupporte aussi par rapport à ce sujet, et tout autant, on peut le dire, c'est que je n'ai pas vraiment le sentiment que l'on mette tout en œuvre pour que cela se fasse de plus en plus rare, pour progresser dans ce domaine, Voilà, on botte toujours en touche, on se réfugie derrière l'éternelle formule le foot est le reflet de la société. Et c'est pas faux, j'en parle bien souvent d'ailleurs dans les podcasts, le foot reflet de la société. Mais on peut aussi ajouter
que la société dans laquelle on vit actuellement, et qui est de moins en moins responsable, de moins en moins civique, respectueuse, ou tout ce que vous voulez. Bien évidemment, dès qu'il y a critique, frustration, et l'arbitre, il est un peu dans ce domaine, tu vois, il vous agace chaque fois qu'il donne un coup de sifflet. Oui, bien sûr, évidemment, on peut dire tout ça. Il n'empêche que, selon moi en tout cas, on ne peut pas toujours se réfugier derrière ça, se dire, voilà, c'est comme ça, et puis voilà. Bon, cela étant précisé, revenons à cette agression, cet arbitre, le 11 octobre dernier, match région parisienne, catégorie U18 D3, ce qui signifie que c'est pas le top des footballeurs. D3, tu vois, c'était dans les U18 D3, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais des jeunes qui jouent dans la catégorie U18, ça veut dire qu'ils ont soit un peu moins de 18 ans, 17 et demi, soit 18 ans et quelques mois de plus. Pas 19, mais peut-être dans le cours de la saison, ils auront 19. Donc, ça veut dire que, grosso modo, ce sont des adultes, physiquement, en tout cas. Et qu'à partir du moment où le match se complique et voire dégénère, avec des lascars pareils, et avec ce physique pareil, et à un âge où, bien souvent, maintenant, on pète les plombs à tous les âges, vous me direz, même des gens de 60 ou 65 ans, des parents, tu vois, ils vont se battre, ils peuvent avoir cet âge-là, quoi, tu vois, pour un match de foot de U15 ou machin, c'est du délire. Mais bon, si vous êtes arbitre au milieu de 22 gars, qui ont un peu moins de 18 ans ou 18 ans ou un peu plus, et que vous êtes débordé, vous imaginez les dégâts. Enfin, ils peuvent arriver en tout cas. Et ici, il va en être question. Alors, la genèse de l'histoire. Pourquoi j'en viens aujourd'hui à vous en faire un podcast sur cet arbitre agressé? En fait, tout a commencé à la lecture d'un article sur Twitter, un article qui était très bien détaillé, et déjà au niveau du titre, « Alerte agression arbitre, une arbitre insultée, humiliée et frappée lors d'un match en région parisienne ». En préambule, c'est un véritable enfer qu'a vécu notre collègue ce dimanche 11 octobre dernier, un match U18, entre l'IS Pontoisienne et le FC Écouen. Donc, qu'a vécu notre collègue, mais une arbitre insultée. Alors, je vous ai dit qu'un arbitre agressé, insulté, humilié, ça me touche. Mais là, que ce soit en plus une femme, c'est peut-être con à dire, mais perso, ça me touche encore plus. Et quand on lit tout l'article, c'est gratiné. Croyez-moi, autant de bêtises, de lâcheté, de méchanceté, tu vois, même si je suis pas assorti de l'œuf, quoi, ça bouscule toujours un peu, quoi, et un peu beaucoup. Bref, ça m'a turlupiné cette histoire, et je me suis arrangé ensuite pour prendre contact avec cette jeune arbitre. Nada est son prénom. Nous avons un peu discuté par texto d'abord, oralement ensuite, et au fil du temps, je me suis dit qu'il serait bien et sans doute important de recueillir son témoignage. Alors au début, elle était ni pour ni contre, elle a rapidement compris qu'il n'y avait aucune envie de ma part de profiter de la situation pour faire du buzz, du sensationnel, etc., etc. Compris aussi, mais sans pour autant que je l'influence, mais que pour avoir une chance de faire un tant soit peu avancer les choses, il était bien aussi d'avoir le courage d'en parler, quoi. Donc après accord de ses supérieurs, au niveau de l'arbitrage, les gens qui l'encadrent, elle a été OK, et nous avons réalisé cette interview que vous allez entendre maintenant, qui sera coupée ici et là, afin que de temps à autre, je vous donne mon sentiment sur 2-3 choses, quoi, que je puisse rebondir. Mais enfin, quand elle est coupée, l'interview, elle,
elle n'est pas traficotée au montage, elle est pas coupée d'ailleurs, je la laisse dans la continuité, dans le bon ordre, mais à un moment, stop, tu vois, on appuie, clac, je balance 2-3 petites choses, mon sentiment par rapport à ça, et clac, on repart dans l'interview. Voilà, on va y aller. Et avant de revenir sur le fameux match du 11 octobre, on va déjà un peu découvrir Nada au niveau arbitrage, donc son parcours, ses motivations, etc., etc. Nada, j'aimerais déjà connaître un petit peu votre passion pour l'arbitrage, comment ça a débuté, depuis combien de temps, quel a été l'élément déclencheur, pourquoi l'arbitrage ? Alors, en fait, comme beaucoup d'arbitres, j'ai commencé en tant que joueuse dans mon club à l'USO Besançon. Et il s'avérait que mon coach, qui était coach, était à la fois arbitre. D'accord. Du coup, ça m'intéressait beaucoup. Quelquefois, on avait match, il ne pouvait pas nous accompagner parce qu'il arbitrait. Et j'essayais le plus souvent possible d'aller avec lui sur ses matchs et de le regarder arbitrer. D'accord. Et par la suite, il y a une autre joueuse de mon équipe qui est elle aussi devenue arbitre, qui était ma copine. Du coup, je la suivais dans ses matchs et le premier match que je suis partie la voir, j'ai direct voulu faire arbitre. C'est venu comme ça, quoi. En regardant ma copine arbitrer, j'ai directement voulu arbitrer par la suite. À cette époque-là, donc, vous avez quel âge quand cette idée vous trotte dans la tête ? J'avais 16 ans. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour devenir arbitre officiel ? Alors, j'ai commencé par une formation. Avant de passer la formation au district, j'ai fait 1 an de bénévolat, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. D'accord. C'est arbitrer les plateaux, les matchs amicaux du club le samedi matin, le samedi après-midi quand je pouvais. Et voilà, par la suite, mon club m'a inscrit à la formation au district. Du coup, je l'ai passé, c'était sur un week-end, je pense. Et voilà, après, par la suite, on passe des tests, un test théorique qu'on se fait observer et un test pratique. Alors, vous avez les premiers diplômes, ça veut dire que là, vous êtes en mesure d'arbitrer jusqu'à quelle division ? Alors, jusqu'au district, jusqu'en D1. Jusqu'en D1 ? Pouf, je suis con, moi, on me dit D1 et je pense immédiatement Ligue des talents. Mais bon, avec tous ces trucs qui changent d'année en année, je m'y perds un peu et soyez indulgents et continuons cette interview. Jusqu'en D1 ? Ouais. Ah oui, enfin, pas la Ligue 1, oui, d'accord. D1, non, pas la Ligue 1. Non, pas encore. Première division. Promotion première division. Voilà. Donc là, ce sont vraiment des adultes. Vous pouvez arbitrer des adultes. Alors non, ça dépend des catégories. On commence par exemple à l'âge de 16 ans, j'ai commencé sur des U16. D'accord. Donc U16 D3, D2. Après, en fonction des observations tout au long de l'année, on peut par exemple faire des matchs amicaux en R3, etc. Ça dépend quoi. Ça dépend le niveau qu'on a. Alors moi, comme ça m'échappe un peu parce que j'ai un certain âge et ces appellations U3, D1, etc. Je m'y perds. Ça veut dire les joueurs peuvent avoir jusqu'à quel âge par rapport à votre catégorie d'arbitrage ? Alors le plus que j'ai fait, ouais. C'est U18. D'accord. C'est-à-dire 17-18 ans. Ok. Donc ça fait sensiblement combien de temps que vous arbitrez ? Vous allez avoir 19 ans ou 20 ans ? 20 ans. D'accord. Ça fait quoi ? 3 ans que vous arbitrez régulièrement ? 2 ans ? Oui, ça fait 3 ans officiellement, 4 ans plus les années de bénévolat, quoi. D'accord. Et sur ces 3 ans de compétition, vous arbitrez combien de matchs par an, on va dire, à peu près ? À peu près, alors, ça dépend, alors... À la louche, quoi. Vous voyez, grosso modo, 20, 30... Je dirais une trentaine de matchs. Une trentaine de matchs, d'accord. Ouais. Alors, évidemment, vous savez que c'est une profession, entre guillemets, une passion où on n'a pas le beau rôle, évidemment, l'arbitrage. Je suppose qu'on en a parlé pendant votre formation. Est-ce qu'il y a des tests un petit peu
psychologique dans la formation, quand vous êtes confronté à une difficulté par rapport à un joueur qui supporte pas les décisions, un banc qui est un peu agité. Est-ce qu'il y a quand même tout un côté psychologique, hormis la théorie, il y a faute, il y a coup franc, il y a avertissement, etc. Alors, il n'y a pas de... Enfin, Assez il n'y a peu. pas, je dirais, de préparation spécifique, mais ils anticipent ça à la formation et on ne nous met pas en garde, mais quand même, on nous donne des conseils. Ils nous préviennent que ça va arriver. De toute façon, le foot, c'est comme ça que ça va arriver. D'accord. Et que, voilà, quoi. Ouais, il n'y a pas quand même... préparé mentalement, mais il n'y a pas de... Il vous prépare mentalement, mais il vous donne pas forcément les outils pour, en cas de difficulté, avoir les bons réflexes, j'ai l'impression. Ou pas trop, un petit peu quand même. Si, quand même, ils mettent à disposition beaucoup d'aide pour les arbitres, etc. Il y a l'UNAF, par exemple, ils viennent pendant la formation, ils expliquent que c'est une association pour protéger les arbitres, etc. Enfin, on nous prévient, ils anticipent quand même, parce qu'ils savent que ça peut arriver, c'est un risque, ça peut arriver, mais on est préparé mentalement, on le sait. Hop là, je reviens. Alors, j'insiste un peu sur la préparation mentale, même le côté pratique, théorique aussi, finalement. Nada nous dit, on est préparé mentalement. Mais ici, de vous à moi, être préparé mentalement, c'est un leurre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, elle nous l'a dit tout à l'heure, pour être arbitre, il suffit de faire un stage un week-end. Et alors un stage un week-end, c'est pas possible. Surtout que ce n'est que de la théorie. Alors après, elle nous dit que bénévolement, etc., elle va aller sur des plateaux, un petit peu machin. Mais des plateaux, c'est des gosses de U11. Mais je me suis renseigné quand même derrière tout ça auprès de spécialistes, et puis j'en connaissais déjà un rayon avec 15 ans de l'association Foot Citoyen. Déjà, sur des plateaux de 11 ans, c'est des gosses qui ont 9, 10, 11 ans, ou 11 ans et quelques mois. C'est des gosses. Parfois, il y a des bagarres, mais il y a des bagarres de parents. Tu vois, c'est... complètement taré. Alors là, bon, ils ont 11 ans. Les gosses qui arbitrent, en général, alors là, Nada, elle devait avoir sensiblement 15 ans et demi, 16 ans. Il faut savoir qu'on peut démarrer l'arbitrage à partir de 13 ans. Donc, c'est des gosses qui ont effectivement cet âge-là, 13, 14 ans, enfin, qui débutent. Comme elle s'est mise un peu plus tard à l'arbitrage, elle a fait des plateaux alors qu'elle avait 16 ans. Mais quand même, quoi, tu vois, même là, ça peut être violent. Mais, bon, grosso modo, on dira que tu fais un peu ton apprentissage. Mais ton apprentissage, en réalité... tu le fais pas pendant le week-end, là, où il va y avoir 3-4 sessions au maximum, où on va t'expliquer, voilà, quand il y a un coup franc, vous mettez dans telle position, quel truc, qu'on te prépare mentalement. Qu'est-ce qu'on peut te dire mentalement ? Vous savez, des fois, c'est chaud, il faut se mettre des œillères, les gens, voilà, la main courante, ça gueule et tout, mais vous restez concentré sur votre match, faire preuve quand même un peu d'autorité, mais lâcher du lest, bon, des petites choses comme ça, mais c'est léger, quoi, qu'on puisse être arbitre en un week-end, quoi. C'est ça, la formation. Alors, je me suis renseigné aussi. Il faut savoir que dans les années 70, et même fin des années 70, la formation, elle était sur 6 mois. Elle n'était pas sur un week-end, elle était sur 6 mois. Et on va dire que sur ces 6 mois, il y avait un peu plus d'une vingtaine de sessions. Alors là, oui, c'est déjà un petit peu différent, quoi. Tu dois être plus armé psychologiquement, bien évidemment. Mais il faut savoir, moi je vous parle, allez, on est en 1980. C'était il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, les choses étaient beaucoup plus simples pour les arbitres. Parce qu'il n'y avait pas des contestations à chaque coup de sifflet. De toute manière, il y a contestation. C'est comme ça, c'est inouï. Je vous avais donné,
pour ceux qui sont des vrais braves, enfin qui ont un petit peu de mémoire, qui me suivent depuis un certain temps. Je vous avais donné un exemple comme ça doit remonter à 2-3 ans. Il y avait une association qui m'avait demandé, ils faisaient un peu leur fête, je sais pas trop quoi, machin. Est-ce que je pourrais arbitrer les adultes, mais du même club? Ils étaient entre eux. Bon, j'avais dit si ça peut vous faire plaisir, c'était pas trop loin, un truc, j'y suis allé, et c'était vraiment folklore. Il y avait même pas les équipes qui avaient un maillot pour 11 et un autre maillot pour 11. Il y avait quelques chasubles, les mecs se connaissaient, c'était, tu vois, à la base relax, quoi. Le résultat, ça te fait pas monter ou descendre, il n'y a pas de classement, ils sont sensiblement du même club, voilà, quoi. Putain, chaque coup de sifflet, ça gueulait. Tant et si bien que, au bout de 20 minutes, je leur ai dit, écoutez, moi je venais avec un certain plaisir, c'est vous qui me sollicitez, voilà. Mais si ça vous va pas, il n'y a pas de problème, il y a un dirigeant là, un mec qui va arbitrer, j'en ai rien à brère, moi, votre truc, je suis pas là pour... Bon, il n'était pas à m'insulter quand même, il y a une petite forme de respect, mais les mecs pour un oui, pour un non. Et donc c'est comme ça maintenant. Et il y a 40 ans, et moi, je jouais encore en 75, donc il y a 45 ans, l'arbitre, tu le respectais. De temps en temps, tu dis « Oh, monsieur l'arbitre !»« Ah bah non, monsieur l'arbitre !» Mais voilà, quoi, il n'y avait pas une agressivité malsaine. Parfois, ouais, ça tournait moyen, il pouvait y avoir des mots, et encore... des mots par rapport à l'adversaire, mais jamais un mot par rapport à l'arbitre. Tu sais que si tu vas pas dire même un truc comme bah tu comprends rien toi, tu vois rien. Même ça, voilà, ça a pas lieu d'être quoi. C'est ridicule. Donc 6 mois et plus d'une vingtaine de sessions. Aujourd'hui, dans le monde où on vit et où se trouve le football amateur, c'est un week-end. Alors ça veut dire qu'après, il faut savoir aussi, petite parenthèse, qu'un arbitre, quand ils sont jeunes, comme ça, 13, 14, 15 ans, etc., et Nada qui commence donc, elle a 20 ans, mais à 19 ans, ça faisait 3 ans, aux alentours de 16 ans et demi, ou quelque chose comme ça, tu ne peux pas arbitrer des joueurs qui sont plus âgés que toi. Donc ça veut dire que même Nada, qui a 19 ans, elle ne peut pas arbitrer des seniors. Pas encore. Parce que dans les seniors, il y en aura qui ont 25 ans, etc. Mais, ayant 19 ans, elle peut faire des matchs, et elle fait beaucoup de matchs, de U18. Et donc là, c'est... Et comme des collègues masculins, etc., etc. Donc c'est injouable. Il faut savoir qu'il y a des problèmes aussi avec les U15, terribles. Donc ça veut dire qu'un gosse de 15-16 ans, il peut arbitrer des U15. Mais il explose en plein vol. Parce que forcément, dans ces moments-là, tu as tout le monde contre toi. Enfin, en général, c'est une équipe qui fout le bordel. Enfin, ça peut être aussi celle d'en face. Mais au-delà des joueurs qui sont relativement jeunes, tu as les gars sur les bancs qui sont redoutables, et qui, eux, peuvent avoir 40, 50 ou plus, et qui sont insupportables, bien souvent. Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, ça a quelques décennies. À mon époque, ça n'existait pas. Les parents, alors il y avait toujours, oui, quelques parents chiants, mais nous-mêmes, et notre entraîneur, alors, les calmer s'ils râlaient parce que leur fils quittait la pelouse ou n'était pas sélectionné ou quoi. Bon, c'était géré en 3 coups de cuillère à peau. Mais il y en avait un ou deux, tu vois, qui pouvaient poser un peu problème. Et quand je dis poser problème, c'est un bien grand mot. Et les autres, ils comprenaient. Et puis voilà, quoi. On pensait plus à du plaisir, même si c'était de la compétition, même si on voulait gagner, même si on émettait du cœur. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui, et à cet âge-là, et par rapport à ces âges-là, waouh! Donc, j'en reviens à ça. Comment on peut être arbitre, ou à peu près, en un week-end de formation, et comment on peut être préparé mentalement. Même si sur les premiers matchs, vous avez un tuteur, il y a quelqu'un qui vous suit un petit peu sur la rencontre. Enfin là, en l'occurrence, par rapport au match dont je vous parle, alors qu'elle n'a pas une expérience de X saisons derrière elle, il y avait personne, quoi.
Bon, voyons maintenant comment ça se passe généralement pour Nada au niveau de ces 3 premières années d'arbitrage, quoi. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une manière générale, on va dire chez les 16, 18, ou même vous arbitrez aussi les 14 ou 13 ans ou quelque chose comme ça? Non, c'est plutôt les U18 cette année. D'accord. Les seniors féminines. Alors, est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a des équipes un peu plus compliquées que d'autres à gérer, mais est-ce que d'une manière générale, et on le sent d'ailleurs quand on voit même les équipes professionnelles jouer, il y a toujours une forme de contestation, qu'elle soit très poussée ou même infime, est-ce que nerveusement c'est difficile, quoi? Ouais. On le ressent comme ça? À chaque match, ça peut arriver, mais bon, quand on arrive pour un arbitre, on sait comment avoir, on sait se comporter face à des équipes difficiles, on peut dire ça comme ça. D'accord. C'est même pas les équipes, c'est les quelques joueurs sur le terrain qui rendent le match assez difficile. D'accord. Mais bon, on doit adapter notre comportement face à ces joueurs ou face à ces équipes, mais normalement tout se passe bien. Alors ça, je comprends bien. Mais ce que je voulais savoir, si de nos jours, et on le voit même chez les joueurs professionnels, je dirais pas sur chaque coup de sifflet, mais même à des évidences, par rapport à des évidences, le joueur, même s'il va pas être d'une agressivité folle, mais il y a toujours des contestations, quoi. Oh non, allez, des choses comme ça. Ça arrive très souvent encore. Ah oui. C'est le football amateur, c'est comme ça. Oui, je comprends, mais je voulais en avoir la certitude. Et oui, c'est dit un peu comme une fatalité, c'est le foot amateur, c'est comme ça, quoi. That's just the way it is, hein. Something will never change. Oui, mais il faut pas croire ça, mais notez bien que je la comprends, hein. Ça reste sociétal, il y a aucun doute là-dessus, reflet de la société, on y revient et il n'y a pas de problème. Mais sur un terrain de foot, c'est exacerbé si on n'y prend pas garde et s'il n'y a pas eu ce travail en amont. Je ne parle pas par rapport à l'arbitrage, mais je parle par rapport aux joueurs et aux gens qui les encadrent, et ce, dès leur plus jeune âge, quoi. Et comme on laisse faire, comme il n'y a pas cette volonté de mettre des choses efficaces sur la durée, alors après, c'est pas facile, c'est clair. Et j'en conviens que pour les gens des districts, ligues, fédérations, c'est pas facile. Mais au plus haut niveau, il n'y a pas ni la volonté, ni mettre les moyens pour que quelque chose puisse marcher, ni les compétences. De manière générale, je vous le dis tout de go, 15 ans de foot citoyen, j'ai fréquenté de temps à autre des gens dans ces endroits-là, fédération, district, ligue. Alors, il y en a qui sont bien, hein. Tout n'est pas à jeter, bien sûr. Mais bon, la compétence, oulala, mais pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. La motivation, tu vois, pour vraiment être efficace, oulala aussi, parce que c'est tu vois, une telle montagne à escalader, mais il y a des montagnes terribles qui ont été escaladées. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que au niveau de la société, puisqu'on dit, tu vois, c'est sociétal, c'est le reflet de la société. La société, c'est compliqué. Tu vois, c'est tout est au grand air, c'est très compliqué, j'en conviens. Même si on pourrait avoir des avancées dans pas mal de domaines, mais bon, ok. Mais le football, il y a quand même des gens qui ont ce point commun, normalement, et ceux qui le pratiquent, c'est d'être passionnés. Dans la société, il y a des gens, ils font des choses, ça les passionne pas du tout. Enfin, vous voyez, bon, il y a quand même ça, c'est une première chose. Il y a un cadre
qui est un terrain de football. Donc c'est pas ouvert à tout vent, quoi. Un terrain de football, tu vois, c'est un peu plus de 100 mètres sur 70 mètres, enfin dans ces eaux-là. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ma foi, c'est pas la société non plus. Ça veut dire que si tu travailles énormément sur les racines, celles qui vont après te faire l'arbre, tu peux, et si tu le fais avec des gens compétents, mais aussi des spécialistes, quoi, tu vois, de l'être humain, des sociologues, des psychologues, des trucs, pas des gens qui arrivent comme ça, la gueule enfarinée, putain, il y a de la lumière, j'aime bien le foot, je viens dans le club, mais tu mets quelque chose, alors d'abord sur un district, et après sur une ligue, et après sur le plan national. Mais ça, il n'y a pas. Et il faudrait. Moi, personnellement, j'échangerais volontiers la 2e étoile au-dessus du coq sur le maillot de l'équipe de France contre des moyens mis en œuvre et beaucoup de sueur et de travail et d'énergie, ce qu'on met pour l'équipe de France, etc. et tout, mais sans la délaisser pour autant. Mais je préférais qu'on ait une étoile en moins et des gens sur la pelouse et au bord de la pelouse où il y a un progrès considérable par rapport à l'état d'esprit. J'aimerais, oui, qu'on mette en place par rapport aux professionnels. Après, il y a un mimétisme, et bien évidemment, de notre Ligue 1, en tout cas, pour que on respecte l'arbitre, pour que dans les interviews, après, on respecte l'arbitre, pour que, quand l'arbitre siffle, il n'y a pas une nuée d'abeilles qui l'entoure si c'est un petit peu chaud, pour qu'il n'y ait que l'arbitre, qu'est-ce que je raconte, le capitaine qui, comme autrefois, il n'y avait que lui qui avait le droit de parler aux arbitres, si ça se faisait après d'un point de vue médiatique, avec la presse, mais dans le bon sens du terme, pour que tout le monde puisse profiter de l'évolution, enfin, des tas de choses comme ça, ça vaut toutes les étoiles du monde, mais ça intéresse moins, forcément. Je vais vous donner un exemple, mais assez frappant là-dessus. Non, je vous le donnerai à la fin, parce que sinon, on va perdre le fil avec Nada. Voilà. Alors, voyons maintenant avec elle jusqu'où elle souhaiterait aller au niveau de l'arbitrage. Est-ce que c'est passager, mais comme c'est une passion, est-ce qu'il y a un objectif donné, etc., etc. Vous, votre but, Nada, c'est de continuer et aller le plus haut possible. Est-ce que ça vous inspire ? Il y a des arbitres féminines qui sont au plus haut niveau en Allemagne, Bundesliga, en France, etc. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui vous prend bien la tête dans le bon sens du terme, ou vous sentez que c'est passager comme ça ? Ah non, si ça serait passager, j'aurais arrêté. J'ai déjà arrêté il y a 2 ans pour quelques petits problèmes familiaux, j'avais arrêté. Ouais. Mais j'ai directement repris, ça m'avait manqué, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai envie d'aller plus haut. D'accord. Et j'ai quelques copines à moi, arbitres. De toute façon, la plupart de mes copines, elles sont arbitres. D'accord. Et elles arrivent, elles sont au plus haut niveau. Il y en a qui ont été candidates fédé cette année. Ok. Il y en a qui sont déjà en Ligue 1, etc., Ligue 1 féminine. Oui. Donc, non, il y a beaucoup. C'est une passion. C'est une vraie passion. Ouais, voilà. C'est le fait de voir le football d'un autre œil, etc., c'est ça qui m'attire. D'accord, parce qu'à la base, on le répète, vous êtes passionné de football et après, vous allez vers l'arbitrage. À la base, vous étiez joueuse. Bon, maintenant que vous avez situé, je suppose, Nada, nous allons revenir à ce triste 11 octobre, il y a quelques semaines, donc. Mais avant encore, essayons de voir avec elle si elle avait déjà connu pareille situation, pas à ce point peut-être, mais si déjà elle avait frôlé la catastrophe, quoi. Alors, est-ce que il y a eu un gros problème mi-octobre où ça a été très compliqué par rapport à un match. Est-ce que sur les 2 dernières années,
il y a eu des matchs où vous avez un peu pris peur, où vous étiez au bord de la rupture, où vous étiez assez inquiète, et où il y avait des mots peut-être un petit peu déplacés. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, cette peur ou cette crainte, on va dire? Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Ça m'est jamais... Ça se passait bien, juste des gens qui rouspètent, Ouais. mais pas un sentiment d'insécurité. Est-ce que le fait, évidemment, vous êtes une femme, c'est un sport d'homme à la base, ou maintenant, sur le plan féminin, il y a vraiment un bond en avant, et pas qu'au niveau de l'arbitrage, au niveau des joueuses, bien sûr, mais on est dans une société qui reste quand même un peu macho. Donc là, c'est la femme, entre guillemets, qui donne des ordres. Comment vous ressentez les joueurs que vous arbitrez par rapport au fait que vous soyez une femme? Alors déjà il y a ce fameux cliché, Oui. une femme, des hommes, etc. Ouais. Mais moi, en parlant avec les autres collègues arbitres féminines, etc., Ouais. on s'est rendu compte tout ensemble que déjà, pour commencer, on se fait plus respecter, entre guillemets respecter, on se fait plus respecter par des hommes que par des femmes. Déjà, on a vu ça. D'accord. Mais, oui, Donc ça veut dire, excusez-moi, je vous coupe, ça veut dire que finalement, en général, vous êtes plus respecté quand vous arbitrez un match entre hommes plutôt qu'un match féminin, parce que les féminines, elles sont pas faciles aussi. On est d'accord, c'est ça que j'ai bien compris. Ouais. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Après, bien évidemment, il y a des exceptions, comme on peut voir. Oui. Mais non, depuis que j'arbitre, vraiment, c'est, je dirais plus les jeunes hommes qui me respectent plus que les jeunes filles, quoi. Ah, les jeunes filles, ça peut surprendre, c'est vrai, surtout que au plus haut niveau, on le voit quand on suit les matchs de l'équipe de France ou une compétition entre équipes nationales au niveau européen ou mondial ou Jeux Olympiques ou encore qu'est-ce qui passe à la télé, voilà, finale de Ligue des Champions ou Championnat de France. Bon, c'est vrai que à ce niveau-là, elles sont beaucoup plus respectueuses que les hommes par rapport aux arbitres. Ça, on le sait. Mais dans les divisions inférieures, manifestement, on m'en avait déjà parlé, ça m'était revenu aux oreilles il y a quelques années. Et peut-être que le fait d'être une arbitre femme, ça arrange pas. C'est clair de toute manière que ça peut être un handicap à certains moments. Alors, les propos de Nada sont quelque part aussi rassurants, puisque tout n'est pas jeté non plus, quoi. Hein. C'est une grande première pour elle. On va la retrouver en interview à propos du match du 11 octobre dernier. Et là, vous allez constater qu'elle va vite comprendre, et cela même avant le match qui n'était pourtant pas évalué à haut risque par les spécialistes au niveau parisien, que cela risque fort d'être très compliqué pour elle, et pour le coup, le fait d'être une femme, ça va pas jouer en sa faveur. Mais il y a eu malheureusement cette agression dont vous avez été victime, et là, on va dire que c'est allé crescendo. Bon, vous avez été insulté, vous avez été humilié, pour finalement être frappé à la fin. Là, vous avez rien pu faire. Vous avez senti que la catastrophe arrivait, quoi. Que à un moment, c'était plus possible. Comment c'est bon, et c'est évidemment un cauchemar, je m'entends, mais enfin quelque chose de très dur, quoi, à vivre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Vous avez perçu tout de suite la tension qui était très forte entre les deux équipes, ou en particulier par rapport à une équipe? C'était pas, justement, c'est ça qui me chamboule, on va dire. C'était pas par rapport aux deux équipes, c'était pas une rivalité entre les deux équipes. D'accord. C'est simplement, enfin, je pense, Ouais. vu les circonstances, etc., je pense que c'est simplement le fait que je sois une femme dans ce stade-là, dans ce club-là. D'accord. Ils n'ont pas aimé qu'aucune femme vienne arbitrer un match. Même avant le sifflet du coup d'envoi, je me prenais déjà dans la gueule, si je peux me permettre, Oui. des insultes sexistes, etc. Le niveau, c'était bon, le match était propre, etc. Il y avait quelques petites fautes, mais le match pouvait reprendre, pouvait D'accord. continuer.
Là, il y avait un parti pris au départ, le fait que ce soit une femme qui dirige la rencontre, ça, ils ne le supportaient pas, ils l'ont bien fait comprendre déjà avant le match. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était la première fois que ça vous arrivait, ou la deuxième, ou la troisième, ou peut-être la première fois d'une manière aussi prononcée, on va dire. Des insultes sexistes comme ça, les insultes que j'ai reçues ce jour-là, je ne les ai jamais entendues de ma vie. Que ce soit même dans des matchs compliqués, je ne les ai jamais entendues. D'accord. Après, ça arrive quand on est des arbitres féminines, on va dans un club, on est toute seule comme une fille, et on se retrouve avec 22 joueurs sur le terrain, et leurs copains derrière la main courante, etc. Oui. On peut se faire draguer, entre guillemets, mais ça reste gentil, quoi, c'est pas méchant. Oui. Mais non, des insultes comme ce jour-là, non, jamais de la vie. Alors, on va faire un petit break, histoire que je vous lise, pas la totalité de l'article, mais certains passages. Donc, le match, il faut le savoir, a été arrêté à la 75e minute, après que Nada reçoit un coup de coude dans la mâchoire, coup de coude porté par un joueur, et après avoir essuyé un flot continu d'insultes ordurières et dégradantes. Je ne vous dis pas les insultes, parce que si je vous les lis, c'est dans l'article, c'est désespérant, quoi. Alors il est mentionné qu'elle a tout fait pour que le match puisse aller à son terme, mais les éléments d'une équipe l'en ont empêché. Alors il y a plusieurs épisodes. Tout cela a été écrit par Eric Virotius, d'Arbitrez-vous. Je vous conseille son compte Twitter, si vous êtes sur Twitter, @arbitrez-vous, le A et le V sont en majuscules. Et il est toujours très, très bien informé. Alors, épisode 1. Sorry, j'ai un chat dans la gorge. Tout commence à la 56e minute de la rencontre. Enfin, façon de parler, puisque déjà, avant le match, c'est l'enfer. Tout au long du match, c'est l'enfer, mais ça reste des paroles. Mais là, à la 56e minute, Nada avertit un éducateur de l'équipe locale pour désapprobation des décisions arbitrales. À un moment, tu vois, tu es bien obligé d'intervenir si c'est continu et si ça va trop loin. À la 69e minute, ce même éducateur, qui a été averti, donc mes calculs, 13 minutes auparavant. 56 et 13, 69, d'accord. Ce même éducateur rentre sur le terrain pour à nouveau contester une décision. Alors là, il est plus, tu vois, sur le banc ou debout en train d'hurler et râler. Il entre sur le terrain, carrément. L'arbitre, normal, sort alors un second carton dans sa direction, synonyme d'exclusion. Parti se rasseoir sur le banc. Le gars, il est exclu, mais il va pas au-delà de la main courante, tu vois, il reste sur le banc. Le dirigeant ne sort pas immédiatement et il faudra une nouvelle intervention de l'arbitre pour qu'il passe derrière la main courante. Compliqué. Épisode 2. 74e minute. L'arbitre, Nada donc, est contrainte d'exclure un joueur de l'équipe locale pour, dans un premier temps, avoir proféré injures et menaces envers un adversaire. Je cite. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit, mais là, c'est vrai que ce sont des sacrées injures. Bon. Et en fait, après, puisqu'il est exclu, envers l'arbitre, front contre front, donc le joueur, tu vois, il y a front contre front, alors qu'elle lui montre le carton rouge, et là, je vous en dis 2-3 babioles, tu vois, qu'est-ce qu'il y a toi, espèce de petite pute, ferme là, ou je te... Enfin bon, bref. Vous imaginez le topo. Il faudra l'intervention de ses coéquipiers, les coéquipiers du joueur exclu quand même, pour le faire rejoindre le derrière de la main courante, où il continuera à insulter l'arbitre avec des amis à lui. Sale chienne, machin, je vous passe tout le reste qui est d'un haut niveau également. Mais c'est violent, quoi. C'est extrêmement violent. Malgré ces faits, l'arbitre tente de reprendre la partie. Mais l'intervention d'un dirigeant de l'équipe locale suit. C'est l'épisode 3. Ça, pour calmer le tout, on peut dire que les dirigeants de cette équipe, c'est le pompon.
C'est un autre, hein, c'est pas l'entraîneur qui a été exclu, là, c'est un dirigeant. Alors, épisode 3. L'arbitre, Nada, décide d'exclure un autre dirigeant de l'équipe locale pour s'en être pris verbalement et agressivement à l'arbitre assistant de l'équipe adverse. Oh toi, ouais, je te parle, toi, viens quand je te parle, je t'ai dit, la prochaine fois que tu lèves pas hors jeu, tu verras ce que je vais faire, espèce de petit... quand M. Le Gret dit qu'il n'y a pas d'homophobie dans le football, il faudrait qu'il aille un peu sur le terrain. Et puis le football, en ce qui le concerne, c'est aussi et surtout, ça devrait être le football amateur, hein, la fédération. Et là, le terme employé, il est homophobe. Mais il n'y a pas d'homophobie, ou si peu. Oh, oui, bien sûr, d'accord. Très bien. Ce dernier... Alors, puisqu'il est exclu, ce dirigeant, s'est alors approché de l'arbitre et lui a dit « Je sors pas, je reste là, tu vas faire quoi ?» Ce à quoi l'arbitre a répondu « Nada. Pouvez-vous passer derrière la main courante que l'on puisse reprendre le match, s'il vous plaît ?» Tu vois, il faut en plus des « s'il vous plaît », des machins, alors que... Bon, bref, pas le choix. Alors, elle dit ça, mais le gars, il répond... Parle bien aussi, je suis pas ton pote, parle bien, respecte avec ta bouche, je rigole pas avec toi, lui rétorque le dirigeant. Tu vois, tu lui dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Mais non, c'est déjà insultant. Très bien. Épisode 4. Le même dirigeant est alors venu se coller à l'arbitre. Bon, très bien. Il revient, tu vois, bon, voilà. Alors que le dirigeant exclut à la 69e minute... Le premier, vous vous souvenez, alors je dis entraîneur, mais c'est peut-être dirigeant aussi, sauter par-dessus la main courante, il est de retour, le gars, en demandant aux spectateurs de sortir leur portable pour filmer l'arbitre. Quelques secondes plus tard, le coup fatal. Alors, on va retrouver Nada, et déjà savoir... Le match n'est pas considéré à haut risque, donc le tuteur ou la personne qui, dans les moments difficiles, peut l'accompagner, il n'est pas là. À mon avis, il n'aurait pas suffi, mais c'était quand même un peu plus rassurant. Et puis, le souci, c'est que pour ce genre de match, il y a rarement un trio arbitral, quoi. Voilà, on y retourne. Comment ça se passe ? Il y a des arbitres féminines à la touche, ou vous êtes vraiment seul, complètement seul ? Alors, j'étais toute seule. Oui. Toute seule. Il n'était pas considéré comme un match à risque ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. Je ne connaissais pas ce club-là. J'étais jamais partie auparavant. Oui. Donc, sereinement, quoi, comme d'habitude, à tous mes matchs. Et non, donc j'étais toute seule. Il y avait des arbitres assistants bénévoles. Ça s'est très bien passé d'ailleurs avec eux. Oui. Et, bénévole, ça veut dire qu'à la touche, il y avait quelqu'un de chaque équipe, quoi. Voilà. Un dirigeant de chaque équipe, d'accord. Oui, de chaque club. De chaque club, oui. De chaque club, ouais. Oui. Et à quel moment vous comprenez que vous êtes en danger et que ça peut très mal se terminer, parce que c'est monté en puissance, si j'ai bien tout compris. Alors, le moment où vraiment je me suis sentie seule et je me suis sentie en danger, ouais. C'est surtout quand les coachs... Ouais. Quand le comportement des coachs n'est pas celui d'un coach, si je peux dire ça comme ça. Les coachs de la même équipe, pas des deux équipes, les coachs de la même équipe. Non, de la même équipe. Coach et dirigeants de la même équipe, d'accord, oui. Ouais. Voilà. Ces coachs-là, au vu de leur comportement, je me suis... parce que c'est les coachs les dirigeants qui sont censés donner l'exemple aux joueurs. Bien sûr. Je me suis dit, quand les coachs ne donnent pas l'exemple, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oui, ils ont carte blanche, évidemment. Comment ? Ils ont carte blanche, évidemment, ils savent qu'ils peuvent aller, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà. Si les dirigeants, exactement. Bien sûr. Et oui, les dirigeants, les entraîneurs, c'est un peu les papas, quoi. C'est eux qui doivent cadrer tout ça, et à la limite, ils sont encore plus fous que les joueurs. Alors forcément, si le papa il donne la caution, les joueurs, c'est quartier libre. Et je vous mets de côté, les parents, les trucs, là, c'est autre chose. Mais là, les parents sont pas impliqués. Continuons avec Nada par rapport... à ces moments où elle prend le coup de coude, donc c'est à la 75e minute, elle siffle la fin du match, etc. Et le traumatisme qui s'ensuit, mais sur le moment, pas
quand elle retourne chez elle, enfin pas tout de suite. Évidemment, il y a dû avoir un traumatisme. Ils sont même entrés dans les vestiaires, si j'ai bien compris, après, à continuer, à insulter, à invectiver. Vous rentrez chez vous seul. Vous vous souvenez un petit peu de ces moments? Dans quel état vous êtes? J'étais en train de pleurer. De toute façon, à partir du moment où j'ai sifflé les 3 coups de sifflet de la fin du match, Ouais. je me suis mise à pleurer. Oui. Et ça les a pas touchés de voir que vous arrêtez le match. Bon, le match, il est arrêté avant son terme, à la 75e minute, il va pas au bout. Ouais. Donc quand vous sifflez la fin, là vous craquez nerveusement, vous pleurez. Et même ça, voir une personne seule, une femme qui pleure, ça les a pas émus. Enfin, ça les a pas bouleversés. Apparemment, non, parce que... Enfin, vu que j'ai pris peur aussi parce que j'ai vu que personne n'a lâché un commentaire ou a dit non, c'est une fille, laissez-la. Il y a juste un joueur pendant le match, c'était pas au moment de l'action, au moment où je me suis pris un coup, pendant le match, un joueur de l'équipe adverse qui a dit aux spectateurs respectez-la, c'est une fille, etc. Parce que ça partait vraiment, vraiment loin. Mm-hmm. Voilà quoi. Du coup, ça veut dire que dans l'équipe d'en face, il n'y a pas eu des adultes, entraîneurs et dirigeants, et chez les jeunes de l'équipe d'en face, donc moins de 18 ans, ils ont 17 et un peu plus de 18, voilà. Il y en a pas, hormis un joueur, certains qui ont essayé de vous protéger, entre guillemets, et de parler, non, ils ont laissé faire, quoi. Ah non, ils ont laissé faire. Hein. Ils ont laissé faire. Ça se voyait parce que je reculais à chaque fois. J'essayais d'être au maximum loin d'eux. Oui. Je reculais de 3-4 mètres. C'est vrai qu'au début, je voulais pas perdre mon sang-froid parce que je voulais rester dans mon rôle d'arbitre et voilà. Et garder votre autorité, oui, bien sûr. Mais on est humain, je reste humain. Oui, je reste humaine. Du coup, je voulais m'avancer. Parce qu'on me filmait, je ne sais pas si vous avez vu, on me filmait. Du coup, je voulais m'avancer pour cacher les caméras, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis vite rendu compte que ils filmaient avec des iPhones, quoi, je veux dire, pas des tournages professionnels, non, voilà. Mais avec la téléphone portable directement sur les réseaux sociaux. Ah, il y a des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux, d'accord? Ouais. Et j'ai quitté immédiatement le terrain en pleurs, quoi, mais non, il y a seulement une photographe de l'équipe adverse qui est venue me voir, qui m'a demandé ce qui s'était passé, etc. Mais j'étais pas... je pouvais pas soutenu, quoi. Je voulais juste rentrer dans mon vestiaire le plus vite possible. D'accord. Et dans le vestiaire, vous êtes seul, mais ils essaient encore de venir vous emmerder, quoi. Ou vous sentez que vous êtes toujours pas en sécurité, même dans le vestiaire. Et puis après, il va falloir sortir. Alors, je suis pas seule. J'avais eu la chance qu'un observateur du district soit là. Il observait un autre arbitre sur le prochain match. Du coup, il était là. Il était dans mon vestiaire avec moi. Il a vu la moitié des faits, quoi. Ouais. Mais ça ne les a pas empêchés. En aucun cas, ça les a empêchés de manquer de respect, de rentrer dans mon vestiaire à plusieurs reprises, même en me voyant en train de pleurer, etc. Mais non, ça ne les a pas du tout gênés. Voilà, c'est terrible, le manque d'empathie, perdre le contrôle à ce point, ne pas réaliser ce qu'on fait et se comporter comme des demeurés et barbares, entre guillemets. Bon, ça s'est limité à un coup de coude, quoi, mais encore aller dans les vestiaires et aussi... les adversaires, comme elle vient de vous expliquer, qui n'interviennent pas, c'est pas un peu au niveau des dirigeants, entraîneurs, tout ça, voilà quoi, on détourne la tête, voilà, c'est l'époque où on vit, parce que à la limite, on vous fait tellement comprendre, et c'est pas faux non plus, que si vous vous en occupez, vous mettez votre grain de sel, c'est un paquet d'emmerdes, et c'est vous qui allez vous faire frapper. Donc il y a une fille là, tu vois, bon, non assistance entre guillemets à personne en danger au truc, elle se démerde, quoi. On va revenir sur le coup et d'autres choses, parce qu'un coup, voilà, moi je lis un coup dans la mâchoire, etc. Bon, histoire d'en savoir un peu plus. Et vous êtes frappé, c'est un coup
À la mâchoire, un coup de poing, un coup de coude, le coup c'est... Et, alors, il y a eu plusieurs personnes non licenciées Oui. qui sont sur le terrain Mmh. à ce moment-là. Du coup, oui, c'est à ce moment-là où je me suis pris un coup, quoi. Enfin, ils sont rentrés sur le terrain. J'étais en train de parler j'étais en train d'exclure le deuxième coach parce qu'il y avait déjà le premier qui était exclu. Oui. Il avait menacé l'arbitre assistant, il était sorti de sa zone. Du coup, oui, je l'avais exclu. Enfin, j'étais en train de l'exclure. Oui. Et du coup, je me rapproche de lui. Mais manque de bol pour moi, c'était à 1 mètre de la main courante, à 1 mètre de tous les spectateurs. D'accord. D'accord. C'est à ce moment-là où je me suis pris le coup. Vous prenez un coup de coude dans la mâchoire, pas plusieurs coups, mais un coup de coude. Non, je me suis pris un coup de coude à la mâchoire, oui, c'est ça, sur la lèvre. Et là, vous tombez, vous titubez, comment ça se passe Non, à ce moment-là, je recule. Ouais. Je recule, je siffle immédiatement. Parce que moi, mon but, mon objectif, c'était d'aller à la fin de ce match, quoi, d'arbitrer 10 minutes, qu'un match se passe bien. Ouais. Donc, même en virant les coachs, oui. Je voulais quand même le match que ça aille au bout. Bien sûr. Et donc là, évidemment, voilà, ça pouvait pas. J'ai immédiatement sifflé les 3 coups de sifflet et je suis rentré dans mon vestiaire le plus vite possible. Et ça, c'est quelque chose, quand vous avez commencé l'arbitrage, que vous aviez envisagé, sachant que malheureusement, ça peut arriver et qu'on n'est pas toujours en sécurité, forcément, au niveau du football amateur. Vous aviez déjà entendu parler d'arbitres, évidemment, qui ont été frappés, etc. Et là, ça vous tombe dessus. C'est pour ça que je vous demande, quand vous rentrez après, enfin chez vous, que vous allez ailleurs, mais que vous quittez le stade, vous êtes désemparé, j'imagine, et il y a beaucoup de choses qui vous passent par la tête. Ah oui, à ce moment-là, je voulais tout simplement arrêter l'arbitrage. Parce qu'en fait, ça arrive qu'aux autres, mais quand ça nous tombe dessus, on n'est pas forcément préparé. Oui. On ne se sent pas. Du coup, à ce moment-là, ce jour-là et les 2 jours qui suivaient, le jour du match et le lendemain, je voulais qu'une chose, c'était d'arbitrer. De rester chez moi. La façon, le fait de le raconter, c'était comme une sorte d'humiliation. Oui. Parce que ça m'est arrivé. À chaque fois que je vais arbitrer, je sors en avance. Mes parents me voient contente d'aller arbitrer, etc. Du coup, le fait de rentrer et de leur expliquer ce qui s'était passé, je voulais pas. Donc, voilà quoi. Mon père a vu surtout les articles. Oui. Voilà que je lui ai raconté. Sinon, vous vouliez pas raconter à vos parents ce qui s'était passé. Vous étiez dans votre chambre et c'est parce qu'il y a eu les articles que là, vous avez été obligé de leur expliquer ce qui s'était passé. C'est ça. J'allais dire, mais j'attendais un peu quand même que ça passe, moralement. Oui, que vous soyez en meilleure condition mentale pour pouvoir le faire. Et eux, comment ils ont vécu ça, vos parents? Enfin, ils doivent être un peu affolés par rapport à ça. Alors, mon père est très intéressé déjà par le football, du coup il regarde, il sait que ça peut, il sait que ça peut, que ce soit pour une fille ou pour un garçon, mais là le fait que ce soit une fille, il était choqué quoi, il n'y croyait pas quoi. Ouais. Et le fait que ça soit encore tombé sur moi, voilà quoi, ils étaient choqués, eux aussi ils avaient peur pour moi pour la suite parce que je leur ai dit que je voulais continuer malgré ça, que voilà malheureusement dans le football amateur et même dans le professionnel, il y a ce genre de choses et voilà quoi. On est plus sécurisé maintenant dans le football professionnel qu'autrefois, mais il peut y avoir, voilà, ça peut pas aller jusque là quand même. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Donc la passion, donc. C'est la passion et c'est le fait de me dire moi-même que justement il faut passer par ces moments-là pour que voilà quoi, il se passe plus ça. Si je décide d'arrêter, j'aurais donné raison à ces joueurs. Tout à fait. Qui vous auront enlevé votre rêve, votre passion, et ça sera une double défaite, oui. Enfin, Voilà, le fait que je me relève et que je continue d'arbitrer, j'ai arbitré le week-end qui suivait, ça c'était sur des féminines. Oui. Mais j'ai arbitré le week-end qui suivait et voilà, c'est juste pour montrer aussi aux autres arbitres féminines que voilà, on ne doit pas baisser les bras et s'il faut passer par des moments comme ça pour mettre en avant le football féminin, on le fera quoi. Sacrée force de caractère quand même, mais voilà, dans ces choses-là où tu affrontes effectivement, où
Et la meilleure chose à faire, c'est de vite arbitrer ce qu'elle a fait, puisque c'était la semaine suivante. Mais ce qui fait mal au cœur derrière, c'est que, évidemment, il y aura des sanctions. Possible qu'il y ait des sanctions exemplaires, il faut le souhaiter par rapport à ce qui s'est passé. Mais ça repartira comme en 40 derrière. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, en tout cas, là, maintenant, on va parler au niveau de son club. Il y a eu, grâce à ça, entre guillemets, des choses positives. Je sais que moi, mon club, moi, je suis toujours licenciée en tant que footballeuse au club de l'USOB, enfin l'USO Beson, et je suis arbitre là-bas. Enfin, j'ai 2 licences. Et je suis coach. Du coup, on va dire que tout le monde me connaît à peu près. Ouais. Donc, que ça m'arrive à moi, tout le club a été très très rapidement mis au courant. Ouais. Et ils ont fait comme une sorte des petites réunions par équipe pour dénoncer ces actes, etc. Je sais que maintenant les joueurs sont mis, ils anticipent quoi. Ils sont mis, les coachs les préviennent quoi. Ils les préviennent que dans ce match, les matchs qui suivent, faut pas parler avec l'arbitre, faut les respecter, etc. Ça les a sensibilisés quoi. Ils font en sorte de les sensibiliser. Il y a des joueurs qui sont très 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 difficiles à gérer, ouais. Un match. Mais maintenant je sais que quand je suis partie regarder un match des Seigneurs de Beson, j'ai vu leur comportement, ils ont changé quoi. Déjà juste ça. Ça c'est bien. Gagné quoi. Ouais, c'est sûr, c'est toujours ça de gagner, mais pour le reste, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Un dernier mot de Nada, cette fois à destination de tous les arbitres qui viendraient à vivre pareil mésaventures. Et quand je dis mésaventures, bon, le mot il est peut-être un peu faible ici parce qu'on a quand même frôlé la catastrophe. Je voudrais juste dire aux arbitres, futurs arbitres, même futurs joueurs, faut pas se décourager. Que même s'il faut passer par des moments comme ça pour revaloriser le football féminin, l'arbitrage féminin, etc., on passera par là, c'est pas un souci. Voilà quoi. Et je soutiens aussi parce que je suis pas la seule. Il y en a qui ont bien plus que moi, que je soutiens aussi d'ailleurs, mais il faut pas lâcher. Du caractère, hein, cette Nada. C'est vrai qu'il faut dans ces moments difficiles faire en sorte de toujours lever la tête, c'est vrai, mais moi, personnellement, ceux qui décrochent, je les comprends aussi. Quelque part, tu peux te dire, à quoi bon? Car dans cette histoire, ce qui me dégoûte, qui me révolte, c'est qu'on enveloppe toutes ces catastrophes, entre guillemets, dans un fait divers, quoi. On en parle juste un petit peu, et encore. Cette histoire de Nada en région parisienne, il y a eu quelques coupures de presse ici et là, mais bon, voilà, ouais, c'est un fait divers de jeunes qui machin. Et au niveau fédéral, ok, peut-être des sanctions, oui. Et après que ces gens qui ont le pouvoir de faire avancer les choses, bouger les lignes, soient toujours loin de tout ça. Alors ouais, ça me révolte, quoi. Qu'ils soient dirigeants, joueurs, entraîneurs, là je parle pour l'élite, et parfois nous, journalistes, bien sûr, qu'on voit pas les conséquences de certains actes ou paroles, parce que le plus haut niveau, c'est capital, je le répète, il y a cet effet de mimétisme. Et puis après, il y a tant de choses à revoir. Qui sont ces entraîneurs et dirigeants sur la touche? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin eux aussi d'une formation? Enfin bon, il y aurait tellement à dire. On va conclure. Bon vent à Nada et tous ses collègues en tout cas. Bonne chance à tous. Ils vont continuer à se faire insulter plus ou moins tous les week-ends et parfois, comme ici, brutalisés, parce qu'il y a des tas de choses, mais bon, elles sont pas dites, hein, ou elles sont pas mentionnées. En tout cas, ils ont tout mon respect et une forme d'admiration pour certains. Les autres, ceux qui bougent pas une oreille et qui restent voilà dans leur petit coin
Et puis ceux qui, sur un terrain, tu vois, qui soient sur le banc ou derrière la main courante, ou des joueurs qui se comportent de la sorte, eux, ils ont évidemment tout mon dégoût. C'est terminé pour aujourd'hui, chers braves, prenez soin de vous, haut les cœurs, et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures plus joyeuses, j'espère. Tira el centro, clave, gol.